général s'agit-il? J'aurais dû prendre des gants de jardinier. Voilà, Sigy, notre général de Castella, Nicolas Antoine Xavier, comte de Berlance, décédé à l'âge de 61 ans. Mon général, je suis content de vous retrouver. Cher ami de Denkmal, heureux de vous retrouver pour ce nouveau petit reportage. Nous allons parler d'un Suisse du canton de Fribourg, un officier fribourgeois au service de France, Nicolas Antoine Xavier de Castella, comte de Berlance. Sa dernière demeure se trouve à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Il est né à Fribourg, en Suisse, le 23 mai 1767. Il termine sa vie à Paris et décède le 17 juin 1830. Il a été naturalisé en 1819, français. Le voici derrière sa tombe, un 7 juin de l'an de grâce 2023 à Paris. C'est difficile d'aller devant. Il repose à côté de sa fille, l'aînée de ses enfants, surnommée Ninette, et qui est restée célibataire. Les inscriptions à notre bonne Laure, Sigy Laure de Castella de Berlance, de Fribourg en Suisse, née le 31 août 1802, morte le 30 mars 1818, après avoir reçu tous ses sacrements. Sigy, le général Nicolas Antoine Xavier, comte de Castella de Berlance, maréchal des camps et armée du roi, décédé le 17 juin 1830, âgé de 61 ans, de profondis. De 1767 à 1830, il me semble que cela fait 63. Mais bref, un aventurier, un baroudeur que ce fribourgeois. Il va se battre avec les troupes de l'empereur Napoléon Ier, puis, une fois déchu, je parle de l'empereur, et évadé de l'île d'Elbe, il combattra ce dernier. Et comme je suis originaire de Berlance, j'ai beaucoup de plaisir de vous parler de cet officier. De Castella, Nicolas Antoine Xavier, comte de Berlance, est catholique de Fribourg. Il est le fils de Nicolas Albert, comte, et de Marie-Laure Griset de Forel. La seigneurie de Berlance, située à l'est de Romont, dans le district de la Glane, appartint à diverses familles nobles. Au Castella de 1752 jusqu'en 1830, année de la mort de notre officier, selon le dictionnaire historique de la Suisse, ou, selon d'autres sources, ce qui à mon avis est plus logique, à la mort de Rodolphe, son fils en 1890. Les deux garçons n'ayant pas eu de descendants. Il aura 4 enfants, dont 2 garçons, Rodolphe et Eugène, et Laure Monique Bénigne, ainsi que Marie-Eugénie pour les filles.
Notre fougueux militaire s'est marié en 1801 avec Anne-Marie Sophie von der Weide ou der Weide de Seedorf, membre du Conseil des 200 fribourgeois 1787, 1798, 1814. En 1781, Castella est cadet au régiment de la garde saxonne, où il est sous-lieutenant, jusqu'en 1784. Adjudant-major en 1785, puis capitaine en 1793, jusqu'en 1806 dans les troupes fribourgeoises. En 1806, il est nommé colonel commandant du 2e régiment suisse d'infanterie sous le Premier Empire. Entre 1808 et début 1809, il participe à la tête de son régiment à la campagne d'Espagne, puis la campagne de Russie avec la Grande Armée. Il participera entre autres les 17 et 18 août 1812 à la première bataille de Polotsk, actuellement en Biélorussie. Ce 2e corps d'armée est commandé par le maréchal Oudinot, puis après une blessure sera remplacé par le général Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, qui est déjà à la tête d'un autre corps, le 6e corps bavarois. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr est un officier rebelle, au caractère difficile, un excellent tacticien, qui sera grièvement blessé au pied le 17 août 1812. Il obtient d'ailleurs son bâton de maréchal et continue le combat à la tête de ces 2 unités. C'est les 2 corps en question. Sa future carrière sera très particulière. Il signera un document lourd de conséquences pour un personnage très célèbre dont nous avons parlé. Mais cela est une autre histoire. Il repose ici aussi au cimetière Lachaise. Et il est d'ailleurs décédé la même année que de Castella. Cette victoire contre l'aile droite de l'armée russe du général comte Pierre Wittgenstein a coûté la vie à 2000 hommes, selon De Vallière, et 2500 à 6000, selon d'autres sources que nous retrouvons aussi sur Wikipédia, aux Français et à son allié du royaume de Bavière, ainsi, bien entendu, qu'aux hommes de la division suisse composée des 1er, 2e, 3e et 4e régiments suisses. Il sera grièvement blessé lors de la seconde bataille de Polotsk, le 18 octobre 1812, à la tête de son régiment. Cette bataille coûtera 8000 hommes côté français et ses alliés, et entre 8 à 12 000 côté de l'Empire russe. Et cela sans compter tous les militaires qui mourront de maladie et de faim. De Castella est évacué du champ de bataille, puisque je vous ai dit qu'il était grièvement blessé, et transporté par chariot après avoir été installé dans sa grande malle d'officier supérieur. Personnel. Oui, j'ai bien dit dans sa malle personnelle. La malle, d'ailleurs, de Nicolas de Castella a été léguée par ses descendants au musée militaire de Morges. Madame Adélaïde Zeyer, actuelle directrice du musée du château de Morges, l'explique fort bien dans sa vidéo. Bonjour, je vais vous présenter cet objet, un coffre de campagne d'officier supérieur daté du début du 19e siècle. C'est un objet qui est lourd, qui est encombrant, qui est fonctionnel, un objet qui est lié à la logistique de l'armée, ce que les Romains appelaient les impedimenta, autrement dit les bagages lourds de la troupe en marche. L'objet n'est pas tout à fait complet. À l'époque, il était posé sur un chariot attelé à un cheval. Malgré son aspect vraiment ingrat, cet objet est d'une rareté absolue, et je vais vous expliquer pourquoi. Les coffres pouvaient transporter en fait toutes sortes de choses, comme des vivres ou des munitions. Mais ce coffre-là appartenait à un officier supérieur, le colonel Nicolas-Antoine Xavier de Castella de Berlan, qui était un fribourgeois né en 1767. Il s'était mis au service de Napoléon, et il avait si bien servi
qu'en 1806, il est nommé commandant-colonel du 2e régiment suisse au service de l'empereur. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait plus de 10 000 Suisses de tous les cantons et de toutes les conditions qui se battaient dans les rangs des troupes impériales au service de Napoléon. Les hommes de la troupe portaient eux-mêmes leur équipement. Mais Nicolas de Castella était un officier supérieur. En tant que tel, il avait le droit de posséder son propre coffre dans lequel il rangeait des affaires diverses, comme des vivres, ses uniformes et ses armes de rechange. On peut imaginer aussi ses cartes et ses livres, ses effets personnels, son nécessaire de toilette et aussi, pourquoi pas, du butin. Ce qui est assez exceptionnel avec ce coffre, c'est qu'il ait été conservé. Normalement, ce genre d'objet, qui était encombrant, qui était peu esthétique, était tout simplement détruit et réutilisé. On réutilisait le bois, on réutilisait la toile. Il se pouvait aussi que tout simplement il soit abandonné sur le champ de bataille ou détruit, brûlé. Mais celui-là, il a été conservé parce que son propriétaire y attachait une valeur sentimentale particulière. Notre brave Nicolas de Castella a fait toute la campagne de Russie. Et en 1812, en octobre 1812, il a été blessé à la bataille de Polotsk en Biélorussie actuelle. Et il a été si grièvement blessé qu'il a été transporté finalement dans ce coffre dont le couvercle pouvait être placé en position semi-ouverte, comme vous pouvez le voir. Et puis, ce Nicolas de Castella, il a survécu, il a quitté le service de France en 1815 et il n'est mort qu'en 1830. Alors on peut imaginer évidemment avec cette histoire que Nicolas de Castella s'est attaché à son coffre transformé en civière et que c'est pour ça que le coffre n'a pas été détruit. C'est une histoire qui s'est racontée de génération en génération au sein de la famille de Castella, qu'il a offert au château de Morges et ses musées durant la deuxième moitié du XXe siècle. De Castella est décoré en 1812 officier de la Légion d'honneur, maréchal de camp, général de brigade en 1813 à la Restauration. Il est fait chevalier de Saint-Louis, puis commandeur de la Légion d'honneur. En 1815, il est adjoint à l'inspection générale des troupes suisses en France. Rentré en Suisse pendant les 100 jours, de Castella est nommé chef d'état-major général de l'armée fédérale suisse et second sous les ordres du général Niklaus Franz Bachmann de Neefels. Bon, c'est un épisode très particulier qui mérite d'ailleurs un autre reportage, mais en résumé, pendant que l'empereur Napoléon Ier essaye de reconquérir le pouvoir et livre combat qu'il perdra à Waterloo, le 18 juin 1815, un général suisse attaque la France. Et oui, le 3 juillet, Bachmann donne l'ordre de marche. Et dans la nuit du 4 au 5 juillet, l'armée fédérale envahit la France, plus précisément la Franche-Comté. À la manche des uniformes de l'armée fédérale, comme signe de ralliement pour la première fois, le brassard rouge avec la croix blanche. Le fond rouge avec la croix blanche avait déjà été utilisé, sauf erreur de ma part, à Laupen, mais il y a bien longtemps. Cette invasion sera de courte durée. La Diète rappellera à l'ordre son général pour lui tirer les oreilles. Bachmann démissionnera bruyamment le 26 juillet. Il faut rappeler que le frère du général Bachmann, Karl Joseph Anton, a été guillotiné par le Directoire le 3 septembre 1792, 92 à Paris. Esprit de revanche, fort probable. Nicolas Antoine Xavier de Castella, quant à lui, termina ses jours en France comme officier en disponibilité et s'occupa de ses terres, de Wallenried en pays de Fribourg, en particulier du château. Il tenta la mort de son cousin Charles de Castella de Montagny, de récupérer le château de Montagny, légué selon lui à tort. Ah, il perdra cet ultime combat. Mais cela est une autre histoire. Il mourut à l'âge de 63 ans, à Paris. Il y a d'autres officiers militaires au service de France et d'autres pays dont nous pourrions parler, mais cela est une autre histoire. Voilà, j'ai terminé avec ce nouveau reportage.
à quelques mètres de la tombe des parents de Mylène Farmer et à quelques mètres de la tombe de l'actrice Annie Girardot. À bientôt sur Decmal. Merci.